Les Liens troublés est un balado d'aide aux proches offert en collaboration avec ANEB et grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, immédiate et gratuite aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les Liens troublés. En compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, tout au long de la série, nous allons à la rencontre de spécialistes des troubles du comportement alimentaire. Nous allons également recueillir des témoignages et partagerons des outils dans le but premier d'aider les proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches seront capables de soutenir la personne qui est atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Vivre avec une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, c'est très difficile. Le trouble alimentaire, c'est une maladie qui est complexe et qui apporte son lot d'émotions pour la personne qui souffre, mais également pour les proches de ces personnes. De plus, les proches se sentent souvent désemparés face à la maladie. On se fait souvent demander quoi dire, quoi ne pas dire, quoi faire ou quoi ne pas faire. Les proches sont à la recherche d'outils pour les aider à aider leur être cher. Dans cet épisode, nous offrons des conseils et des pistes de solutions en compagnie de Lucie Bélanger, qui est intervenante chez ANEB. Lucie Bélanger pratique la relation d'aide psychologique depuis 24 ans. Elle est diplômée du Centre de relations d'aide de Montréal et thérapeute en relations d'aide, et elle a une spécialisation pour travailler avec les enfants et les adolescents. C'est dans une école secondaire de Montréal que Lucie a rencontré les troubles alimentaires pour la première fois. Cette expérience va l'amener à enrichir ses connaissances et à élargir son champ d'expertise auprès de ces adolescents qui souffrent d'anxiété de performance et de troubles de conduite alimentaire. Chez ANEB, Lucie Bélanger anime des groupes de soutien fermés et ouverts pour les personnes atteintes d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches. Bonjour Lucie. Puisque tu animes des groupes pour les proches chez ANEB depuis plusieurs années, qu'est-ce que tu as constaté le plus souvent? Qu'est-ce que tu constates le plus souvent? Ce que je constate, je vais y aller peut-être avec les proches en premier parce que c'est vraiment avec eux depuis 2 ans que je suis plus amenée à travailler. De prime abord, ce qui me frappe, c'est comment ils se sentent seuls. C'est ça qui me frappe le plus. Puis quand j'écoutais ta présentation, qui disait, il nous demande quoi dire, quoi faire, quoi pas faire. C'est vrai qu'il arrive comme ça. Mais tout de suite, au premier groupe, cette anxiété-là qu'on peut dire, parce qu'il y a quelque chose de vouloir être performant comme parent aussi dans ce questionnement-là. Tu le remarques, ça? Oui, oui, je le remarque. Ils veulent être... Mais en même temps, le fait de se retrouver en groupe avec d'autres parents, d'autres proches, il y a quelque chose qui tombe dans cette performance-là. C'est ça qui me frappe le plus, parce que pendant l'heure, les nouvelles personnes qui arrivent, je parle du groupe ouvert, c'est le fait de sortir de l'isolement qui va leur faire le plus de bien le premier soir. Fait que tout le truc de quoi dire, quoi faire, là, c'est peut-être là au moment de la présentation, mais dans les 2 heures qui vont passer, ça va complètement... Ça va se résorber. Oui, c'est vrai que les troubles alimentaires... C'est ça qui me frappe, leur isolement, leur solitude. C'est ça qui me frappe le plus. C'est drôle que tu amènes ça comme point parce que souvent, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire vont mentionner comment la maladie les isole puis se sentent seuls. Mais ce que toi, tu remarques, c'est que c'est vrai aussi chez les proches. C'est une maladie qui est mal comprise en partant. Je pense que ça, peut-être que les gens aussi, c'est parce que c'est mal compris ou... Est-ce que ça peut être un des facteurs qui fait que les gens se sentent isolés aussi, ont l'impression que c'est pas comme dire « Ah, ben j'ai un proche qui souffre d'un cancer », puis là, tout le monde dit « Ah, ben oui, il y a de l'empathie immédiate. » Ça me touche beaucoup, qu'est-ce que tu dis, parce que, effectivement, ma voix tremble, parce que c'est vrai que ça me touche. C'est tellement pas connu, il y a tellement de préjugés que ces personnes-là n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas autour d'eux. Ils n'en parlent pas. Ils ont tellement peur d'être jugés. Ils ont tellement peur d'être étiquetés. Je comparais ça, moi, à une famille où il y a vraiment de la santé mentale. Oui. Moi, je me souviens, dans ma famille,
il y avait des gens comme ça, puis on n'en parlait pas, c'était même défendu. Oui, Tu mais parles c'est pas de avant, ça. tu parlais pas de ça, puis peut-être qu'il y a encore un stigma qui reste rattaché à ça. Fait que c'est ça que... Fait que il y a cette partie-là, même dans leur milieu de travail, ils vont pas en parler non plus de peur d'être jugés par leurs collègues. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'enferment dans ça. Puis ça demande tellement de... Surtout pour quand c'est d'un enfant, mais il faut pas que je dise ça parce que on voit des couples, on voit des amis, des sœurs, mais ça demande tellement d'énergie pour bien faire les choses, pour les encadrer, mais en même temps, d'énergie juste de penser... De la personne, de gérer ça, elle. Oui, qu'il n'en parle pas. Je vois, Josée, que tu opines la tête. Oui, puis je pense que c'est tellement pertinent de briser l'isolement, d'aller chercher du soutien. C'est-à-dire, comme vous dites, les deux, les familles sont tellement isolées par peur d'être jugées, mais là, de l'importance d'aller chercher de l'aide et du soutien. Et malheureusement, il y en a très peu dans les services d'aide pour les troubles alimentaires quand on est adulte. Quand on est plus jeune, les familles sont beaucoup plus prises en charge, mais quand on est adulte, l'aide Les proches sont laissés à eux-mêmes. Elle est plus rare. Puis il faut dire qu'adulte, ça part à 18 ans, là. C'est vite, ils sont encore jeunes parce que le trouble alimentaire, c'est pas rare qu'il va se manifester quelqu'un qui a 18-19 ans, mais là, tu es rendu au service aux adultes, donc le proche, dans ces cas-ci, les proches vont être laissés à eux-mêmes. Mais peux-tu nous expliquer, Josée, rapidement, les groupes, parce que peut-être pour les gens qui sont moins familiers avec ANEB, les groupes ouverts, fermés, un peu, c'est quoi la différence de ces groupes-là chez ANEB? Oui. En fait, les groupes ouverts, c'est des groupes qui sont disponibles à tous les semaines, vont se présenter et vont échanger sur ce qu'ils vivent au moment où ils viennent au groupe. Peut-être cette semaine-là est particulièrement difficile. Je me sens vraiment... j'ai vraiment besoin d'être épaulée. Là, je peux me présenter à un groupe. Je regarde sur le site, puis j'imagine que je peux trouver un groupe dans ma région auquel je peux me présenter. Oui, ça, c'est exactement. un groupe ouvert. Oui, et c'est offert tout au long de l'année. Versus les groupes fermés, ça, c'est des groupes qui ont une durée spécifique. Donc, c'est 15 semaines. Ça dépend, 10-15 semaines. 10-15 semaines. Et puis, c'est vraiment des thématiques spécifiques qui vont être abordées à chaque rencontre. Donc, on parlait tantôt d'outils, de consignes, de conseils. Et c'est des trucs qu'on va aborder à travers toutes les différentes rencontres. Donc ça, Lucie, c'est ça. Quand tu animes, entre autres, un groupe fermé, les proches s'engagent pour une période de 10 à 15 semaines. Là, tu les accompagnes. Tu dois avoir une progression aussi. C'est comme les premiers outils que les proches te demandent. Là, c'est sûr qu'au départ, tu disais qu'il y a quelque chose, puis je le sais, là, pour l'avoir vécu, c'est vrai que comme proche d'une personne atteinte, quand j'ai retrouvé d'autres gens, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça, je peux en témoigner. Tu as l'impression que tu n'es pas seul. Puis juste d'entendre d'autres gens qui parlent de leur réalité, ça, en soi, c'est un outil pour les proches. Mais toi, c'est quoi les premières choses que les autres proches te demandent quand ils commencent à participer dans un groupe, entre autres fermé? Bien, la même chose que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pas. Il arrive vraiment avec... puis là, c'est ça qui me frappe en ce moment. Il arrive vraiment avec une partie de la maladie, la performance. Ils veulent être des parents parfaits. Fait que il arrive vraiment avec ça la première fois. Les premiers outils, c'est là qu'ils sont vraiment comme désemparés. Mais parce que là, je viens juste en même temps d'en finir un groupe fermé. Puis ça faisait plusieurs années, je pense, qu'on n'en avait pas donné. Depuis la pandémie. Puis moi, j'ai fait juste pendant ce temps-là des groupes ouverts pour les proches. Fait que le programme, sur 10 semaines, ils vont vite s'apercevoir que, en fait, le premier outil qu'on va leur apprendre, pour eux autres, c'est pas un outil, là, mais le premier outil qu'on va leur apprendre, c'est de porter le regard, de prendre une distance, de prendre une distance du trouble, de la maladie, pour prendre soin d'eux. Mais ça, c'est pas facile. Non, mais c'est vraiment le premier outil. Puis c'est pas facile, je te regarde sourire parce que ça prend plusieurs semaines avant que ça se passe. Ouais. Comme là, dans mon groupe, j'étais là, mon Dieu, parce que ça va aussi dépendre de la gravité de leurs proches. Hein, quand tu as des personnes que l'enfant a fait une tentative de suicide, qu'elle a passé par l'hôpital, qu'elle est en processus de réalimentation... c'est quand même gros pour le parent. Fait que là, il est vraiment pris. Fait que juste de prendre une distance puis d'apprendre à prendre soin de lui,
c'est le premier outil. Mais il y a vraiment beaucoup de résistance juste pour ce premier outil-là. Puis si je regarde l'expérience que je viens de vivre, parce que j'en parlais avec ma superviseure, mais je vais-tu y arriver? Toi, tu veux dire, tu vas-tu y arriver dans le sens que toi, tu le vois quand les parents ont de la résistance, Oui. puis là, tu essaies de les amener à faire ce pas-là. Oui, je vais-tu y arriver à les aider à prendre une distance du trouble alimentaire? Puis c'est souvent, comme là, ce qui est arrivé, c'est quand il y a eu la rencontre sur la nutrition. Quand il y a eu la rencontre sur la nutrition avec la nutritionniste, il y a vraiment comme quelque chose qui a changé dans le groupe. Fait que c'est ça le premier outil qu'on va leur apprendre, à prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux. Puis oui, je la vois, l'évolution. À partir de ce moment-là, comme il y a une maman qui dit, bien là, je réalise que la communication que j'ai avec mon proche, c'est une communication de post-it. Post-it, elle m'a fait rire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle voulait dire Elle par voulait post-it? dire, bien, la maman qui surveille, la maman qui veut que tout se passe comme il faut. T'as-tu mangé ton lunch? T'as-tu... Et puis, on s'entend que c'est facile de tomber là-dedans parce qu'il y a tellement une inquiétude qui entoure tous les repas. Là, tu dis comme post-it ou la police. La police des repas. Puis c'est vrai que ça change la relation avec le proche, pas nécessairement pour le mieux, mais je comprends les parents de le faire parce que tu es comme en mode... T'as peur. Puis là, panique. Panique. C'est ça le mot. Panique, c'est vrai. En Panique. mode panique. Fait que moi, cette maman-là, elle m'a marqué post-it parce que moi, le mot, c'est OK, t'es devenue la maman ambulance. Fait qu'il y a ce côté-là que c'est la première chose qu'ils apprennent, je pense, à revenir à eux. Puis l'autre chose aussi, le premier outil là, dans les premières groupes, les premières soirées, c'est aussi de rester un parent. OK, élabore là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Rester un parent ou rester un chum ou rester une sœur, là, parce qu'on n'a pas juste des parents. Je comprends. Tu veux pas juste prendre le chapeau de, comme exemple, intervenant dans la maison. Tu veux garder ton rôle de parent aussi avec ton enfant ou de chum envers ta conjointe qui est malade ou de frère. Donc, tu veux pas juste être en train de surveiller. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire. Comme là, si je prends l'exemple, je vais essayer de sortir de l'exemple du parent avec son jeune. Là, j'ai eu un conjoint dans un couple. Un conjoint dans un couple, puis un couple non traditionnel aussi. Fait que lui, dans le cours, ça a pris ici, c'est chacun son rythme. Mais lui, à un moment donné, vers la deuxième moitié, que je pourrais dire, là, après le 5e groupe, il a réalisé que le seul projet de couple qu'ils ont, c'est le trouble alimentaire. Ouch! Puis c'est vrai que ça peut prendre... C'est comme un trou noir. Ça peut prendre toute la place. Mais j'étais contente quand il a fait cette prise de conscience-là, mais c'est comme... Je vais être capable, mais j'aurais aimé qu'il la fasse peut-être la deuxième séance, mais il l'a fait à son rythme, à un moment donné, qu'il a été capable de réaliser que l'activité de couple qu'ils ont, bien, c'est de surveiller tout le temps la cuisine, les repas, qu'est-ce qu'on mange. J'allais dire patati et patata. Il dit, c'est notre projet de couple. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Ça a dû lui rentrer dedans, bon québécois, quand il a fait ces réalisations-là, mais je pense qu'il y a beaucoup... Des fois, tu te réveilles puis tu te rends compte que c'est ça, le trouble alimentaire, c'est juste ça qui est dans la famille ou dans le couple. Il prend toute la place. Et c'est ça, les membres de la famille ou des proches sont tellement investis, ils veulent tellement le bien-être, ça fait tellement mal de voir souffrir la personne qu'on veut tout faire pour les aider. Oui. Mais en même temps, on a des limites en tant que proche. On n'est pas intervenant. Puis je pense que ça, c'est super important de la rappeler que il y a des équipes, des ressources qui sont disponibles pour aider. Nous, on est là pour accompagner, mais on n'est pas un intervenant. Tu ne peux pas prendre l'intervenant. Puis c'est sûr que des fois, quand tu es capable de prendre ce recul-là, c'est là que tu es capable d'avoir une meilleure relation. Mais tu l'as dit, c'est pas facile, dépendamment de la gravité du trouble, puis chacun va le faire à son rythme. Et de là, je pense, toute l'importance des groupes qui peuvent, au contact de d'autres, te permettre de cheminer vers ça puis de dire, OK, peut-être qu'il faut que je recadre. Lucie, dans ton expérience, quel genre de comportement, des fois, qui peuvent être nuisibles, qu'un proche va avoir auprès de son être proche? Puis là-dedans, là, c'est pas... Le but, c'est pas de donner un blâme ou une culpabilité, c'est juste que c'est important de les nommer pour qu'on puisse justement les défaire parce qu'on s'en rend pas compte, puis ça vient toujours d'une bonne place, mais ça se peut qu'il y a des choses qu'on dit ou qu'on fait qui peuvent être moins aidantes que... Mais il faut le savoir.
je pense que je ne vais pas me donner la performance de tout vous donner les trucs qu'il ne faut pas faire. Je vais essayer d'y aller avec ce qui m'a plus frappé. Oui. Mais pour continuer dans le même sens de ce que vient de dire, la chose à ne pas faire, c'est de ne plus investir son rôle de parent. C'est de se transformer en expert. Parce que là, je pense à une maman qui est travailleuse sociale en psychiatrie, puis elle ne se rend pas compte. Elle dit, même moi, je n'ai pas vu que mon enfant souffrait d'un trouble alimentaire. Mais c'est parce qu'elle est un parent avant chez elle. Elle n'est pas intervenante chez elle. La première chose qui va être nuisible, c'est justement de se désinvestir de la relation puis de juste focusser sur le trouble. C'est ça qui va être... Ça va être nuisible, dans le sens que... C'est sûr, ça va changer la relation. Ça va changer la relation, ça va même la mettre comme inexistante ou pas importante. Puis ça, ben, ça fait que la personne qui souffre, ben, elle reçoit ça. Ben, elle se sent réduite à son trouble alimentaire. Elle se sent réduite, fait qu'elle n'en parle pas. On va parler plus tard des émotions. Fait que c'est très, très nuisible parce que elle va souffrir plus de cet éloignement-là de la relation. Puis ce que ça fait, c'est que c'est là que la personne qui souffre d'un trouble alimentaire, elle va se retrouver dans l'isolement total. Parce que là, sa mère, c'est plus sa mère, c'est la personne qui est de l'ambulance, la personne qui surveille, la personne qu'on ne veut pas rencontrer en revenant de l'école. Puis il n'y a plus de relation. Fait que là, on va dire, mais là, ta fille, avant... Puis ouais. Ils savent en théorie, mais OK, ça, c'est le trouble, ça, c'est ma fille. Mais en même temps, ils réalisent que tout leur investissement relationnel est mis dans le trouble et non plus dans... Ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus de conversation, ils ne savent plus qu'est-ce que leur fille aime. Mais c'est des points que tu apportes quand même qui sont importants, dans le sens que, puis savoir qu'est-ce que la personne elle aime, des fois, ça vient, puis la personne devient tellement investie, des fois, dans son trouble alimentaire, notre proche, que ça devient tellement difficile d'essayer de garder la connexion ou même de reconnecter, dépendamment à l'âge à laquelle elle a développé le trouble, de se souvenir, d'essayer de la faire reconnecter à ce qu'elle aimait. As-tu même des trucs ou des approches simples là-dessus pour dire, OK, est-ce des choses à mettre en place pour pouvoir reprendre ce rôle-là ou rétablir une relation? Bien, ça va être bizarre comme truc, mais le premier truc, je pense que les groupes ouverts, ils répondent beaucoup à ce groupe-là, à cette situation-là. Parce que moi, donner un conseil à une personne qui vient dans un groupe, on se souvient qu'elle est dans la résistance, là. Fait que si elle est dans la résistance, ce serait surprenant qu'elle ne le soit pas avec moi, parce que moi, je vais être l'experte. Alors, il y a quelque chose dans le groupe qui va être très, comme je pense à mon monsieur, là, qui a fait la prise de conscience dans son couple. Je l'ai vu tout de suite, moi, ça, là. J'ai dit, lui, il y a un triangle, là. Ils sont dans une relation triangulaire, lui, son chum, puis le trouble alimentaire. Ouais. Mais si j'avais voulu lui montrer ça à la deuxième rencontre, là, comme moyen, il n'était pas rendu là. Fait que, tu sais, dans l'outil, c'est comme intervenant, il faut faire attention à ce sujet-là. Ce que tu disais, c'est que dans les groupes ouverts, dans le fond, peut-être qu'il y a des outils entre les échanges des proches, qu'il y a des gens qui peuvent dire, OK, je suis capable, toi, tu as fait ça avec ton proche, toi, tu as fait ça, tu peux prendre des idées pour reconnecter. Tu sais, ça peut être aussi simple que quand on est à table, on va essayer que ça soit un moment agréable. Moi, ça, je me souviens que c'est un conseil qui nous avait été donné comme proche. C'est des moments très, très anxiogènes pour les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire. Donc, quand c'est les moments des repas, peut-être faire un jeu, essayer de rendre le moment un peu plus léger, ludique. Fait que si tu n'es pas capable d'avoir une conversation parce que la personne est dans sa tête pendant son trouble alimentaire, peut-être sortir un jeu de questions. Tu gagnes $1 million demain matin, des affaires comme ça. Mais juste d'essayer de trouver des trucs comme ça. C'est un très bon point que tu amènes là, parce que je me souviens d'une maman là, dans le groupe, qu'elle, le moment du repas, c'était le moment qu'on parlait du trouble alimentaire. Parce que, ben, tu sais, je dis ça, le trouble alimentaire, mais qu'on va parler de la nourriture, t'as mangé. Puis là, à un moment donné, dans le groupe, j'ai juste dit, mais tu sais, je veux juste te montrer là, qu'à l'adolescence, on oublie le trouble alimentaire. Ton grand plaisir dans la vie, c'est pas de manger avec tes parents. Bon point. Que tu sois dans le trouble ou pas, souvent, c'est je peux-tu me laver de table. Fait que ça aussi, ça l'a comme fait du bien, de prendre conscience qu'elle a oublié c'est quoi le sens du repas. Le sens du repas, c'est pas de se faire demander avec qui t'as mangé, qu'est-ce que tu manges. C'est pas une entrevue, là. T'es pas rendu les 1000 questions. Fait que à ne pas faire, tu sais. À ne pas faire aussi, c'est de toujours parler de la nourriture.
Ouais, parce qu'ils sont déjà dans cette obsession-là. Il faut dire que les personnes qui ont un trouble alimentaire sont déjà là, ils pensent déjà tout le temps à ça. Fait que c'est bon de ne pas pouvoir... C'est ça que je veux dire, rester des parents. Vous n'êtes pas des spécialistes. Fait que d'éviter de parler toujours de la nourriture. Et même moi, je me permets de partager quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps, c'était de demander un moment à ma fille... ça serait quand un bon moment qu'on pourrait s'en parler pour qu'elle puisse décider quand elle est dans l'état d'esprit pour recevoir. Puis que là, on se donne quelques minutes, puis là, on va parler du trouble alimentaire. Comme ça, c'est pas toujours un sujet ouvert. Exact. Ça a l'air, là, ça a pris des années, mais je trouve que ça, maintenant, ça a été beaucoup aidant d'ouvrir le dialogue parce qu'elle, ça montrait une forme de respect que j'attendais qu'elle me donne. Puis là, elle me disait, OK, ben là, c'est un bon moment pour en parler. Puis pour le parent aussi, ça nous met dans un état d'esprit de dire, OK, là, je suis calme, là, on va en parler, puis après ça, on passe à d'autres choses. Très bon. C'est très bon moyen. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Oui, Josée? Bien, moi, j'aimerais juste ajouter, des fois, on oublie juste de poser la question, comment ça va? Oui. Comment vas-tu? Tu sais, puis des fois, ça, c'est une belle façon d'ouvrir le dialogue avec la personne qui va dire, bien, tu sais, aujourd'hui, je vais un petit peu moins bien, je suis un petit peu plus anxieuse, je vis un petit peu plus de tristesse. Puis, tu sais, là, on peut commencer à parler sur quelque chose qui n'est pas nécessairement le trouble alimentaire. Mais tu rouvres le dialogue. Oui. Puis, c'est important. Un très senti. Oui, ça, c'est vrai. C'est aussi simple que, comment vas-tu aujourd'hui? Comment s'est passée ta journée? Oui, puis des fois, c'est des petits pas. Là, peut-être que notre proche ne va pas s'ouvrir immédiatement au complet, mais il va commencer à le dire. Mais peut-être à la 3e journée ou la 3e semaine, il y a un moment là où ils vont s'ouvrir parce qu'ils vont avoir vécu quelque chose de particulier, puis on peut rétablir un contact. Mais c'est peut-être, est-ce que se faire confiance pourrait faire partie aussi des conseils? Oui. Parce que pas oublier qu'on était capable d'être parents avant le trouble alimentaire. Merci de me lancer sur cette piste-là, parce que depuis tantôt, je cherchais ce que je voulais dire. Ce que j'ai remarqué, moi, dans les groupes, c'est que les parents, ils ont une intuition juste de ce qui se passe. Comme l'autre fois, il y a un parent qui dit, mais là, notre fille, elle a des comportements avec l'alimentation, puis là, on se demande, puis tu l'écoutes, puis tu dis, dans le fond, il veut savoir si sa fille souffre d'un trouble alimentaire. Fait que ils ont la bonne intuition, parfait. déjà. Fait que la bonne intuition, c'est souvent, là, ils vont dire, mais je ne l'ai pas vu venir, le trouble alimentaire, puis là, tout à coup, 4 ans plus tard, ça m'arrive. Puis dans le fond, à force d'en parler puis d'écouter les autres, ils s'aperçoivent qu'ils l'avaient vu. Il y avait des signes, mais par manque de confiance ou par peur de... Moi, je dirais, de nommer la chose, parce que c'était peurant là, de dire des choses à être notre proche. Hein? On a peur de la colère, on a peur de briser le lien, fait qu'on le dit pas. Fait que moi, la première chose que je dirais aux parents, écoutez votre intuition. Vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose. Puis c'est là de faire attention comment on va le dire. Parce que ce qui est à éviter, c'est de culpabiliser, de dire, ah, gars, la police, je viens de te démasquer. Mais ce que je conseillerais aux parents, c'est d'y aller avec des observations. Ça peut pas être démenti. J'ai observé que quand tu arrives de l'école, tu es triste. Oui, c'est bien. J'ajouterais aussi, ce que tu dis, c'est que tu parles avec le « je ». Oui. Ce qui est super important. Ça, c'est parce vrai. que là, c'est « j'ai observé », pas « tu fais ça », est vraiment très... accusateur. Exactement. Qui referme le dialogue. Puis c'est ça, exactement. Puis tu veux pas aller là. Tu veux pas aller là. Puis c'est comme qu'est-ce qui va être aidant? C'est comme je dis, ne pas parler de la nourriture. C'est dur à dire, mais c'est d'y aller dans... J'ai aimé ta question aussi. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des liens entre la souffrance puis le fonctionnement alimentaire. Fait que si on reste juste au-dessus de l'iceberg, comme on dit, bien, la personne n'est pas en train de l'aider, mais pas du tout. Parce que son trouble alimentaire en a besoin. C'est son meilleur ami, là. Moi, j'ai été frappée, là, quand le psychologue, il me dit, la première fois, il m'a dit, tu vas pas y enlever ça. Je l'ai regardé, mais il était en train de mourir, là. Mais il dit, t'es en train d'y enlever son meilleur ami. C'est la première chose qu'elle a réussi. Ça a complètement changé. Oui, il y a vraiment... On ouvre, mais rapidement, juste pour les gens qui... On va sûrement l'aborder aussi peut-être plus en profondeur dans d'autres épisodes, mais que le trouble alimentaire, au départ, apporte quelque chose à la personne. C'est comme une béquille, c'est un ami toxique, mais au départ, il y a une raison pourquoi il s'est installé là. Et ça, pour un proche, ça peut être tellement confrontant. Oui. Tellement difficile à accepter que la personne que tu aimes de tout ton cœur, puis tu as l'impression que tu as donné tout, pour exemple, avoir
puis comme parent, peut-être comme une belle vie ou comme proche, va avoir cet ami-là qui est tellement nuisible dans sa vie. Mais on n'est pas obligé de tout comprendre aussi. Je pense que ça, dans un trouble alimentaire, d'accepter qu'on ne comprendra pas tout, c'est important. Exactement. Mais s'informer. La Ça, clé. c'est quand même important de s'informer sur c'est quoi un trouble alimentaire. Comme ça, tu comprends justement que tu as la pointe de l'iceberg, mais tu as tout ce qui est en dessous aussi qui est peut-être pas visible, mais qui est là puis qui bouille. Oui, puis c'est vrai que tu as raison, Josée, parce que, comme tantôt, tu disais, Lucie, ils ont des comportements de faire des observations. Des fois, on entend des commentaires que la personne qui a un trouble alimentaire peut devenir manipulatrice ou peut cacher des choses ou mentir. C'est pas la personne qui fait ça, c'est le trouble alimentaire. Alors, si tu dis « Hey, tu m'as menti là-dessus », là, tu es dans le mode accusation, puis la personne peut se refermer. Mais si tu observes, bien là, tu peux ouvrir la place au dialogue. Puis j'ai l'impression que ça garde une distance entre des comportements qui sont dus au trouble alimentaire puis qu'on n'associe pas à la personne aussi. Puis c'est pour ça que s'informer, ça devient important, parce que quand on s'informe, on se rend compte que ben oui, ils vont faire ça. C'est sûr qu'ils vont faire ça, mais ça veut pas dire qu'ils sont comme ça. Parler de nos inquiétudes, est-ce que de dire aussi « je m'inquiète pour toi ». Donc, je parle au jeu, puis ça peut aussi peut-être... Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec notre proche? Tout à fait. Absolument. De nommer nos inquiétudes Absolument. aussi. Encore une fois, on le fait avec le jeu. Et puis je pense que ça transmet le message que je tiens à toi. Oui, c'est ça. C'est parce que je t'aime là, que je m'inquiète. Exactement. Là. Puis, tu sais, je vois que ça va pas bien. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux que je t'aide à aller chercher de l'aide? Qu'est-ce que tu as de besoin? Donc, tu sais, je pense qu'on transmet le message qu'on tient à la personne puis que ça nous fait quelque chose de voir qu'elle souffre ou qu'elle va pas bien. J'apporterais une nuance, par exemple, à ce truc-là, parce que c'est vrai qu'en théorie, c'est la chose à faire. Par contre, il faut se souvenir qu'on est dans des relations qui sont dysfonctionnelles, on peut dire ça comme ça? Ben oui, quand on est dans le milieu de la maladie, il faut faire attention pour ne pas culpabiliser le proche. Il faut faire attention. C'est ça que je veux dire. Faire attention, puis c'est là que investir la relation, c'est important. Parce que si j'ai investi la relation comme parent, comme proche, comme ami, il y a des moments où je peux parler au jeu qui va faire que la personne n'en va pas réagir. Fait que, tu sais, c'est comme... Si j'ai vraiment gardé la relation, que j'en ai pris soin, bien, il y a un moment où je peux dire « je suis inquiète ». Parce que ça va être important avec quelqu'un que je pense à mes petits ados, là, je les parle comme si je les connaissais, mais qui sortent de l'hôpital ou qui sont dans un plan de réhabilitation. C'est certain que l'enfant a besoin d'entendre que c'est inquiétant, là, parce que ça va l'aider. Oui, des fois, il y a une part de déni, malheureusement, qui fait partie du trouble alimentaire. Fait que c'est correct de leur dire des choses que nous, on voit qu'eux autres, ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir. Donc ça, je pense que oui. Il faut faire attention de la façon qu'on le dit. Je suis inquiète, mais là, moi, je m'occupe aussi de moi puis de toi. Ça veut dire que souvent, dans les groupes, on va dire, oui, c'est important de le dire, puis peut-être de servir de ce moment-là. On a besoin d'exprimer notre émotion, de s'en servir d'une façon constructive. Je suis inquiète, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider? C'est comme que Josée dit. Parce que la personne qui est devant toi va peut-être dire, OK, moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas ça. C'est peut-être juste ça. Fait que ça peut être... Ou quand tu dis ça m'aide pas. Ça, tu sais, si tu me parles pendant qu'on est en train de manger, ça fait juste augmenter mon anxiété. Mais si tu m'en parles à ce moment-là, puis pas dire comme parent, genre d'exemple, ben si tu m'aimes, tu me feras pas ça, ou comment ça se fait que tu me fais ça, même si je pense que on a été des bons parents, c'est pas ce genre de dialogue-là, malgré que, puis encore une fois, on lance pas de culpabilité à aucun parent, c'est excessivement confrontant et souffrant de voir un être proche qui souffre d'un trouble alimentaire. Fait que je veux juste que ça soit très clair pour les proches qui nous suivent. Ça peut sortir comme ça, mais ça ne nous aide pas, nous, ni la personne, je pense, qui souffre d'un trouble alimentaire, qu'on ait ce genre de réaction-là. Il faut se trouver nos outils pour nous. Ça va être très aidant de nommer l'inquiétude pour être capable d'accompagner la personne dans le sens de « je t'inquiète, OK, qu'est-ce qu'on fait? » Parce que la personne qui est inquiète, elle a des limites, là. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si tu arrives là, on va aller à l'hôpital. Si tu arrives là, peut-être qu'on va devoir aller... Mais ça, c'est un autre bon conseil. Donc, de mettre des limites claires de quand on va devoir, nous, comme proches, intervenir. Donc, si tu tranches jusque-là, l'inquiétude est trop grande, puis on va devoir aller consulter. C'est pas des menaces, c'est plutôt des barèmes. Es-tu d'accord avec ça, Josée,
de mettre ce genre d'encadrement-là. Oui, je pense que... Ben, moi, je vois que c'est ça que ça les aide, en tout cas, les proches, de dire, OK, c'est parce que j'ai dit là, c'est votre responsabilité, là, elle est chez vous, mais à un moment donné, si elle se met en danger, il faut retourner à l'hôpital, il faut aller à l'urgence, puis elle ne voudra pas y aller. Il faut quand même intervenir. C'est ça. Fait que cette émotion-là, elle peut vraiment aider, mais il faut faire attention de le dire, je le fais pour moi, là, je le fais pour toi, mais je le fais pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais c'est qu'il y a un impact dans toute la famille. C'est comme l'analogie de l'avion. Quand l'avion, ils nous disent de mettre notre masque à oxygène avant et mettre après celui à notre enfant, c'est que tu peux pas aider les gens que t'aimes autour de toi si toi-même, t'es pas en situation, t'es très, très... Tu ne vas pas bien. Il faut que tu t'aides toi-même. C'est pas de l'égoïsme. C'est pour mieux redonner et mieux aider qu'on prend soin de nous. Il faut juste comme le voir des fois recadrer. Mais j'aimerais qu'on puisse peut-être venir, puis peut-être... ici, j'ai des notes d'attitudes qui sont à encourager avec les proches. Si vous voulez commenter. Ben, on a parlé... On parle au jeu. Ça, je pense que on l'a bien expliqué. Ça fait toute une différence. On favorise le dialogue. Favoriser le dialogue. Choisir le bon moment pour discuter. Pas pendant les repas. J'en ai un ici aussi, c'est vrai, on n'a pas parlé du poids ou de l'apparence physique. Ça, c'est un point tellement important parce que ça peut être plus fort que nous. « Oh, t'es tellement maigre. » ou « Oh mon Dieu, t'as pris du poids. » Ça n'aide pas les commentaires là-dessus. Pas du tout. Le premier conseil que je donnerais aux parents, là, c'est de regarder leur propre rapport à eux, à l'apparence corporelle. Ce serait vraiment le premier conseil que je donnerais parce que comme individu, dans la société dans laquelle on vit, on a tous un rapport à l'apparence corporelle. Oui. Fait que ce serait vraiment le premier conseil que je donnerais parce que être capable d'aller visiter qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que ça éveille chez nous, le besoin d'être aimé, toutes sortes de choses. C'est un bon point que tu amènes parce que souvent on fait de la projection, puis c'est là, on l'entend même dans les grands-parents des fois qui ont été élevés avec d'autres, c'était d'autres temps, d'autres mœurs, puis là ils vont faire des commentaires aussi. Puis ça vient d'une bonne place. Oui, puis sachant que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas sur la balance, puis le problème n'est pas dans l'assiette. Le problème est intérieur. Donc, ça fait juste des fois confirmer certaines choses ou quand la personne, dépendamment de où elle est dans la maladie, se faire commenter sur son poids, ça va peut-être encourager certains comportements. Oui, parce que même des fois, la personne qui est, exemple, qui est dans son anorexie, tu lui dis, t'es donc bien maigre, elle est contente. Là. C'est vraiment dans le creux de la maladie, t'as rien accompli. T'es belle. Oh mon Dieu, elle vient de réaliser que hey, ça marche, mon affaire. Exactement. On ne sait pas, ça peut être chargé. On peut dire à la personne, je suis contente d'être avec toi, j'aime ton énergie, je suis contente quand t'es là. Ça, on complimente la personne, mais sur autre chose que son apparence. Exactement. Si on veut parler de ça, là, si on veut en parler, parce que c'est relié, là, l'estime de soi, l'apparence, le rapport aux autres, on peut en parler d'une autre façon. Parce qu'il y en a plein d'occasions. On peut parler de l'apparence corporelle, on peut en parler avec tout ce qu'on voit dans les médias, sur la publicité, comment ça a de l'impact sur nous. Fait que ça peut être un sujet qu'on parle, mais pas avec le regard du trouble alimentaire, pour aider la personne à parler de ça. Parce que c'est en parlant de... Es-tu capable de donner un exemple concret? Bien, de dire OK, tu la trouves belle, cette personne-là. Ah oui, OK, tu la trouves belle. Pourquoi donc? OK, parce qu'elle est mince. Mais penses-tu vraiment qu'elle est mince comme ça dans la vie? Est-ce que tu penses que la photo est réaliste? Parce qu'on fait une... Je me souviens... Il y a tout le rapport avec les réseaux sociaux qui peut nous influencer. Oui, pourquoi tu trouves qu'elle est belle, mais tu la connais pas? Il y a comme quelque chose qu'on peut vraiment... moi, je dirais que ça serait un sujet qu'on peut vraiment parler. Se poser des questions en soi sur nous, notre relation avec justement les apparences physiques. Donc, il y a une prise de conscience à prendre. C'est ça. Puis pour les êtres proches aussi. Pour favoriser la prise de conscience de qu'est-ce que la place de l'image corporelle prend dans notre espace, là. Parce que même comme personne qui ne souffre pas d'un trouble alimentaire, je pense qu'on est bien conscient que ça l'a... Ça fait partie de notre société, malheureusement. C'est ça. Là, on est encore très influencé par... ça peut être un sujet, comme le... Ben, tu sais, je vois que tu vas souvent au gym. Moi, il y a comme quelqu'un en ce moment que je rencontre en relation d'aide. Il vient pas me voir pour le trouble alimentaire. Mais quand j'ai vu son obsession à courir, là, j'ai fait « Oups, attention », parce que là, il me l'a dit, on dit pas tout, hein?
il vient pas pour ça, là. Fait que j'ai dit, OK, lui, là, il a une obsession, là. Il Ouais, vient en courant. Puis si j'y donne son rendez-vous à l'heure qu'il court, il l'oublie. Ben, puis là, les gens vont toujours dire, juste faire la parenthèse, de l'exercice physique, c'est bon pour la santé. Quand est-ce que ça devient un trouble alimentaire? Un trouble alimentaire, c'est quand on tombe dans l'obsession. Exactement. Quand c'est l'espace mental qui est pris. Je pense que c'est bon de le mentionner. C'est pas que courir, c'est mauvais, puis tu peux t'entraîner, mais posez-vous la question, puis même par rapport à nos êtres, parce que là, on parle aux proches, aux êtres proches. Là, des fois, le trouble alimentaire va beaucoup s'exprimer dans l'exercice physique à outrance. Quand la personne, elle va manquer des rendez-vous, pas faire des sorties pour pouvoir s'entraîner, quand c'est central à sa vie, son organisation, on parle d'obsession, là, on peut commencer à dire, ouais, peut-être que c'est plus sain. Là. On est rendu dans le trouble alimentaire. C'est le genre de piste à considérer. Ouais. On se concentre aussi sur comment la personne se sent. On l'a mentionné, ça aussi, comme outil. Pas critiquer. Je vais juste revenir sur les points qu'on a amenés aussi. C'est sûr que, puis ça, de toute façon, là, qui aime ça se faire critiquer? Trouble alimentaire ou pas, c'est rarement constructif. Là. C'est assez rare. Garder un esprit ouvert. Oui. Parce que s'informer. S'informer. Puis garder l'esprit ouvert, c'est dans des choses parce que ça peut nous confronter dans des choses. Si on n'a pas eu de santé mentale ou d'enjeu de santé mentale avant, on le comprendra pas au complet. Donc, il faut juste accepter que la personne vive des choses. Je sais pas si tu as ça dans tes solutions aussi, mais aller chercher de l'aide. Parce que des parents, des proches qui arrivent très, très souffrants, là. C'est quand ça fait 7 ans là, que l'anorexie est dans la maison, puis que la famille est toute disloquée, là, la culpabilité que la personne vit, l'impuissance, la colère, c'est comme à un moment donné... On aurait quasiment dû le mettre en premier, ça. Regarde, c'est parce que là, j'avais peur que tu l'oublies. Mais c'est parce que ça fait vraiment partie d'un outil. Comme moi, j'ai vu à un moment donné dans un couvert, ça m'a tellement touchée. J'ai dit, c'est une bonne chose qu'ils viennent de faire. Mais c'est parce que lui, il venait pour sa relation amoureuse, là. Mais là, il y a des besoins, là, qui sont là, là. La sexualité avec le trouble alimentaire, ça fait pas bonne école, là. Mais il a pris conscience qu'il n'en pouvait plus, là, ce monsieur-là, là, dans la colère, il n'en pouvait plus. À un moment donné, il dit, je pense qu'il dit, je vais arrêter, là. Puis il dit, là, elle a décidé de prendre une pause. Il dit, je vais aller chercher de l'aide. Mais c'est parce qu'il y avait vraiment un danger, là. S'il n'allait pas chercher de l'aide, là, c'est lui qui était à risque. De supporter quelque chose d'insupportable. On se rend loin comme proche. Oui, on peut se rendre loin. Puis ce monsieur-là, ben, il a réalisé qu'il s'était rendu loin, puis que là, il mettait la relation en danger. Oui, puis sa santé aussi. Puis sa santé. Fait qu'il a dit, là, il dit, j'ai tout arrêté, puis il dit, je vais aller chercher de l'aide. J'ai dit, félicitations. Oui. C'est insupportable, se sentir coupable. Là. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous, cette émotion-là. Non. Josée, toi? Oui, c'est un bon point. Moi, je sais, j'ai beaucoup de familles, de membres de proches là, qui ont vécu des dépressions là, tellement qu'ils se sont donnés puis poussés tellement loin puis pour aller chercher de l'aide. Là. On en a vu là, avec les proches. Là. Je vois des mamans en ce moment, là, là, mais qui sont obligées d'arrêter de travailler pour prendre soin de leur ado là, à la maison. Là, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. C'est certain. Puis au début, tu penses que tu fais bien de faire ça. Tu mets toute ton énergie là-dessus en pensant que ça va aider plus vite. Puis des fois, tu te rends compte que tu t'es perdu là-dedans. Mais ça peut prendre du temps. Je me souviens que à une des premières hospitalisations à la première de notre fille, c'est un des conseils qu'on s'est fait donner. Puis moi, j'étais un peu perplexe. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre couple. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de vous. Je dis, là, puis on va s'occuper de notre fille. Là. On va tout mettre notre énergie là-dessus. Ouais, c'est exact. Plusieurs années plus tard, la chose à ne pas faire. Alors, si on peut éviter la souffrance, là, puis on parle ici d'expérience, c'est de ne pas attendre d'aller chercher de l'aide. Ça nous fait du bien, mais après ça, ça va faire du bien aussi à la fratrie, au conjoint, à la personne qui souffre. Oui. Tout le monde va s'être aidé, mais des fois, j'ai l'impression que comme proche, tu as l'impression que c'est pas toi qui es malade. Donc, tu te dis, ben là, c'est pas moi qui ai besoin d'aide. Fait que ce temps-là, je vais pas le prendre sur moi. C'est la personne qui est tellement souffrante puis malade que ça a l'air quasiment de mettre le focus à la mauvaise place, de s'aider au départ. Je fais juste dire que ça peut être une façon qu'on le voit. Mais bon. Oui, puis des fois, les gens, quand ils reçoivent cette information-là, sont sous le choc. Oui. Ça, c'est vrai. Ils ne réalisent pas d'où ça sort. Tu disais tantôt qu'on on connaît la personne depuis des années, c'est notre enfant, on a peu vu les signes, puis là,
sais. Là, C'est tout des fois, ça quand on commence à ouais. s'informer, on les voit, les signes, là, mais donc le choc, puis je pense que c'est important aussi d'aller chercher de l'aide à ce moment-là aussi. Oui. C'est primordial d'aller chercher du soutien en tant que proche. Puis moi, je pense que j'aimerais aussi aborder le point que, tu sais, le rétablissement, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein? C'est des petits pas de souris. Puis Mais gars, je vais tant encourager les petits pas. oui, c'est tellement, tellement important parce que des fois, on a l'impression que la personne fait rien, C'est elle veut vrai, pas ça. s'en sortir, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il Il y a chemine beaucoup d'ambivalence, il y a beaucoup de peur. Puis chaque petit pas qu'on fait vers le rétablissement, c'est une victoire. Oui, c'est excellent que tu apportes ça parce que notre rythme et le rythme de la personne qui est atteinte est pas le même. La maladie peut changer complètement le rythme. Tout à fait. Donc, moi, je dirais cultiver notre patience, la bienveillance et l'indulgence envers nous, puis envers la personne qui souffre, parce que tu as raison, les petits pas, des fois, tu les vois pas, mais Les eux autres, juges. En plus de ne pas les voir, quand tu les vois, tu les juges. peut-être que c'est pas suffisant, Parce c'est que vrai. c'est pas suffisant, ça va pas assez vite. vrai. Fait que le message, même si on le dit pas, là, on le ressent, fait qu'il passe dans la relation. L'autre, elle le reçoit. Donc, célébrons et encourageons les petits pas. Et je viens de le dire, mais bienveillance et indulgence, puis ça, c'est vrai pour nous, puis pour la personne qui est touchée, respecter le rythme de la personne. Puis c'est sûr que c'est tellement dur de voir la personne qu'on aime souffrir. Alors, on valide nos émotions. Mm-hmm. Comme vous disait, donc c'est normal que nous, ça va avoir un impact énorme sur nous aussi, puis que nous, on peut se sentir en détresse par rapport à tout ça. Donc, valider nos émotions. Puis, on s'était mis un dernier point aussi. On ne peut pas être sauveur, mais un accompagnateur, ça. Exact. À quel point c'est important, ça, d'accepter ça. Oui, puis je reviens sur ce que tu disais au départ. On peut pas être parfait. Ah oui, tu as On parlé ne de peut performance pas aussi être dès le parfait départ. Puis des fois, on va dire les choses un peu croches. Puis, mais tu sais quoi? On peut être, comme tu disais, être bienveillant envers soi-même, se pardonner et se dire, tu sais quoi, je m'excuse, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Oui. Laisse-moi reprendre ma phrase. Voici ce que je veux dire. C'est correct en tant que proche de se donner cette permission-là de ne pas être parfait. On le sera pas. Puis c'est un trouble Ça existe alimentaire, c'est du ultramarathon, là, c'est en longueur. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois qu'on va échapper la balle. On se reprendra la prochaine fois d'après. Là. C'est impossible que sur l'équivalent de mois ou d'années, on va toujours faire la bonne chose. C'est impossible. Donc, Je viens d'avoir un flash à ne pas faire. oui. À ne pas faire discuter, argumenter du trouble alimentaire. Comme moi, là, j'ai une maman là, qui a pris conscience que ce qu'il y avait de mieux à faire, là, c'était d'arrêter de parler du trouble. Fait que là, elle, ça parlait beaucoup là, d'argumentation. Fait que la personne ne se sent jamais correcte. La personne qui souffre, tu parles. Ouais. La personne, fait que, oui, d'avoir la bienveillance, mais un peu comme un thérapeute. Hein? On veut les sauver, nos clients. Là, ça prend des années avant de dire, ben je l'ai aidé, mais je l'ai aidé Oui, on ne peut pas selon ce qu'elle ouais. avait besoin. Fait qu'on on est confronté à tout ça là, à tous les jours, mais il y a beaucoup dans le trouble alimentaire d'acceptation, hein? D'acceptation que Acceptation. maladie, acceptation que je vais souffrir. C'est pas moi qui vais être le sauveur nécessairement. C'est pas moi qui vais être le sauveur. Accepter mon impuissance. Parce que, tu sais, on parle, là, ça va être long, là. Oui. Oui, ça va être long, mais le proche, pendant ce temps-là, il faut qu'il est focusé là-dessus, mais il la vit, cette impuissance-là, oui. là, à tous les jours, là. Mais s'il y a... Fait que c'est très, très important, là, je souris quand tu dis, bien, il nous a dit de s'occuper de soi, mais c'est tellement vrai. Oui, c'est ça le message qu'on voudrait retenir. Moi, je pense que j'aimerais, clore sur ça, sur l'acceptation, puis sur, tu dis, d'aller chercher le proche, aller chercher de l'aide. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin que vous voulez partager avec les gens qui nous écoutent. On a mis les conseils. Peut-être que ça serait bien, on pourrait les lister aussi, quelques conseils. C'est des pistes de solutions. Il n'y a pas de recette parfaite là-dedans ou magique. Vous allez trouver ce qui fonctionne pour vous. Mais c'est sûr que si vous partez par le fait que vous allez chercher de l'aide, vous vous informez, déjà, vous êtes sur des bonnes voies. Absolument.
Et garder espoir. Moi, je pense que des fois, là, en tant que proche, on perd espoir que la guérison n'est pas possible. Moi, je dirais garder espoir. C'est pas linéaire. C'est les petits pas de souris, comme qu'on venait de dire, mais s'accrocher, mais tellement s'accrocher avec les petits pas de souris. Qu'il y a de l'avancement. Des fois, il va y avoir des reculs, mais l'avancement est possible. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mon petit c'est mot ton de mot la de la fin. Toi, Lucie? Moi, mon mot de la fin, ce serait vraiment l'acceptation. Il y a quelque chose dans l'acceptation. C'est de sortir de la résignation, parce que dans la résignation, on souffre beaucoup, mais il y a un travail d'accepter. Dans la vie, de toute façon, on a toujours cette notion-là à avancer, mais d'accepter mon impuissance, là, ça a l'air facile à dire, mais c'est ça qui va m'aider à quelque part d'être la mère imparfaite, la mère qui aime, la mère ou le père ou le proche, mais il y a comme quelque chose à composer avec cette impuissance-là, dans le sens de s'accepter soi-même. Là. C'est parce que tu peux pas sauver tout le monde. Puis c'est difficile parce que la guérison pour le proche, c'est peut-être pas la même chose que pour la personne qui souffre de troubles alimentaires. Bien, dans le fond, les proches, ils ont leur propre guérison à faire dans tout ça. Hein. C'est ce qu'on ne réalise pas au début de cette maladie-là. C'est la guérison de la personne qui est atteinte, mais à travers tout ce qu'on a dit, l'acceptation, la guérison aussi, bien, le proche a une guérison. C'est ça, il y a son idée. Il sait quoi qui va être pour lui, que là, je vais considérer que je suis guérie, alors que l'autre voudrait peut-être que ça devienne une personne qui n'a jamais souffert d'un trouble alimentaire, ce qui est impossible. Là. Lucie Bélanger, merci. Merci d'être venue échanger avec nous. Merci. J'ai ressenti de la bienveillance. C'était en thème avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Merci d'aider aussi tous les proches dans tous tes groupes. Je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont avoir retiré des précieux conseils. Josée, merci à chaque fois aussi. Merci à vous d'être à l'écoute du balado. C'est un premier pas. Vous êtes en train de vous informer, vous êtes en train de vous aider. Notre prochain épisode, on va justement avoir des témoignages de 3 jeunes qui sont des frères et sœurs, qui ont chacun une sœur qui a souffert d'un trouble alimentaire et qui souffre parfois, il y en a une qui souffre encore d'un trouble alimentaire. Donc, ils vont partager. C'est rare qu'on entend le point de vue de la fratrie. Alors, on va avoir leur témoignage qu'on va partager avec vous. On vous dit à bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, du service de clavardage, de texto, ainsi que des groupes qui sont spécifiquement conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com. Ce balado a été produit et réalisé par Sophia Zito Productions.